Ronnie de Mazenère, je suis très heureux de vous accueillir dans cet exercice d'interview par vidéo interposée à propos d'un des derniers ouvrages que vous avez publié puisqu'il date de mai 2023, mais je ne l'ai découvert et je le regrette bien parce que j'aurais aimé le découvrir tout de suite et le fait de connaître tout de suite tellement c'est un livre tout à fait exceptionnel, même s'il est très court. Il fait partie de la collection L'Article. L'Article est un magazine littéraire qui a été créé par Maxime Lamirois, le défunt fils de l'éditeur Éric Lamirois, dont la maison d'édition porte son nom. Toute une série d'articles sont publiés dans le domaine littéraire. Un article se compose de 5000 mots, est publié dans un format petit format, et en 5000 mots, il faut aborder un auteur. Il y a eu Maurice Carême, il y a eu Céline, il y a eu Jacques de Decker. Il y a eu toute une série, je pense qu'ils en sont à 50 exemplaires, à 50 auteurs évoqués dans l'article. Et le vôtre est consacré à Arthur Rimbaud, avant que dans quelques mois ne sorte un autre, pour lequel nous nous verrons, consacré à Georges Lebouc. Alors Arthur Rimbaud, vous avez intitulé l'article en sous-titre Voyant par tous les temps. Alors, il faut comprendre les temps de deux manières différentes. La première étant le temps chronologique, puisque vous évoquez fatalement une partie de la vie ô combien aventureuse d'Arthur Rimbaud, mais le temps, c'est aussi le temps qu'il fait, la météo. Alors, première question, quelle a été votre approche par rapport à un article à publier en 5000 mots? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de stimulation extrêmement active pour le critique littéraire et l'analyste littéraire que vous êtes? Comment aborder un poète universel comme Rimbaud à travers un espace aussi étroit? Bon, merci Jean, en tout cas, de cette intervention. Euh, Écoute, je vais te tutoyer parce que c'est peut-être plus facile pour moi, si tu le permets, si le format le permet. Le format le permet, Euh, mais c'est, oui. mais bon, non, donc, euh, comme tu le sais, le Rimbaud m'intéresse depuis un petit temps, hein, puisque j'ai eu la chance de collaborer au dictionnaire Rimbaud que Jean-Baptiste Barognan en 2014 avait mis en forme, qu'il avait notamment coordonné avec beaucoup de spécialistes. Alors moi, je ne me considère pas comme un spécialiste de Rimbaud, je suis un, un aventurier de l'œuvre de Rimbaud depuis longtemps, hein. Mais ici, ce qui m'a plu, c'était effectivement de partir d'une notice que j'avais proposée en 2014 pour le dictionnaire, qui s'intitulait Météorologie, que que Jean-Baptiste Barognan avait accepté directement. Et puis, depuis 2014, cette petite notice du dictionnaire a été augmentée. Et alors, j'ai plus d'informations et plus de recherches depuis 2014 sur la météorologie, mais effectivement, comme tu le dis, le format de l'article chez Lamirois permet justement euh, ce cadre, on va dire, de 5000 mots, comme tu l'as dit, mais qui permet justement de baliser une des entrées euh, qui permet d'aborder Rimbaud. Alors on sait qu'il y en a énormément, évidemment, hein, tu le sais comme moi. Simplement, la météorologie est un des aspects, peut-être, me semble-t-il, les moins abordés dans l'énorme exégèse rimbaldienne. Ce qui est étonnant, c'est que dans des textes tout à fait précoces de Rimbaud, notamment dans une lettre qui date de Paris en 1872, donc il a 18 ans, il est né en 1854, Mmh. il écrit déjà quelque chose qui devient extrêmement prémonitoire et que tu cites dans l'ouvrage. Je hais l'été qui me tue, j'ai une soif à craindre la gangrène. Or, quand on sait
que finalement la maladie qui l'a emporté, c'est une sorte de cancer arthritique du genou, on peut se dire qu'effectivement, il pressentait déjà que les tourments des climats qu'il va traverser au cours de sa vie allaient lui être fatals. C'est ça qui est fascinant chez Rimbaud, et c'est ce qui fascine d'une part, dans un premier temps, les adolescents, les jeunes qui découvrent la vie, d'abord la vie de Rimbaud, qui fascine, qui est étonnante, qui est complètement folle. Et puis après, quand on commence à lire les textes de Rimbaud, on se rend compte que c'est une, c'est une littérature prémonitoire. Il annonce beaucoup de choses. Ça, c'est un exemple. On connaît bien sûr l'annonce qu'il fait quand il écrit je reviendrai des pays chauds, les membres en moins, etc. Ces femmes soignent ces infirmes revenus des pays chauds. C'est complètement fascinant, c'est complètement déroutant et tout à fait prémonitoire. Alors, moi, l'idée ici de la météo, c'est effectivement le principe tout simple, c'est une proposition que j'avais lancée, de partir de la saison en enfer, une saison en enfer, et d'imaginer qu'il n'y en a pas qu'une pour Rimbaud. Il y en a quatre. Les quatre saisons en enfer de Rimbaud, parce que on se rend compte qu'il a, dans ses voyages, dans ses pérégrinations, il a côtoyé tous les climats. De la pluie et ce que d'ailleurs beaucoup comme Jean-Pierre Vaillant, qui écrit dans un livre Rimbaud tel qu'il fut dès 1930, dit Rimbaud est influencé par la Trinité ardennaise, l'ardoise, la pluie et le vent. Ça, c'est, je veux dire, c'est la première saison. Est-ce Donc qu'on tu pourrait as, dire que, est-ce qu'on pourrait dire que à Charleville-Mézières, dans son enfance, c'est peut-être finalement ce climat maussade, pluvieux, fait de ces flaques qui le dégoûtent, qui a finalement été aussi un des instruments de son départ. euh, oui, sans doute. Ce qui, oui, mais bon, il y revient toujours. Hein. Oui. Donc là, en fait, finalement, j'ai envie de dire qu'il fait le tour du monde, le tour météorologique du monde, mais il revient à Charleville. Même amputé quand à Marseille, il remonte jusqu'à Charleville, en calèche, souffrant le martyre. Donc, euh, finalement, il le quitte, mais aucun autre climat ne le satisfait, en fait. Pourtant, il les a tous connus. Mhm. Et il revient à Charleville. Mais donc, l'idée, c'est qu'effectivement, les quatre saisons, aucune des saisons n'arrive à retenir Rimbaud, d'une certaine façon. Alors, tu disais, tu citais ce moment où il écrit sur le temps, sur la météorologie, mais son tout premier vers, qui est un vers latin, la toute première chose qu'il écrit, il a alors 13 ans, 14 ans, c'est une composition latine, commence par vers erat. C'était le printemps. C'est le tout premier mot qu'il inscrit, c'est vers, en latin, le printemps. Et donc, c'est une succession, c'est un peu ça, cette succession de climats, et c'est une obsession pour lui, hein, c'est une obsession. Je propose l'exercice dans l'article un peu, un peu enfantin, mais d'ouvrir à n'importe quelle page les œuvres de Rimbaud et de mettre au défi le lecteur de trouver une référence à la météo, pluie, brouillard, vent, etc. Y compris d'ailleurs dans sa correspondance, pas Y seulement compris dans, bien y sûr, compris dans sa correspondance, parce on sent là qu'il est hanté par cette obsession climatique qu'il traverse. Alors, tu dis fort justement, parce que un point sur lequel on reviendra, c'est sur le fait que cet article est éminemment écrit, que ce n'est pas un simple essai scientifique sur une œuvre, il y a aussi une écriture très singulière par René de Mazenère pour évoquer Rimbaud. On dirait que, et la contrainte des 5000 mots, et le sujet, finalement,
guide la main quand elle écrit, notamment, je vais prendre un exemple, cette attirance pour les amplitudes thermiques de Rimbaud fait incontestablement écho aux tensions qui ne cessent d'animer l'œuvre poétique. Il y a en permanence, et dans le texte de Rosny de Mazenère à propos de Rimbaud, et dans les références qui sont évoquées, cette tension entre les climats qui s'affrontent pour finalement soulever l'œuvre et l'inspirer. Et en fait, c'est ça. J'essaie de montrer justement que, d'une certaine façon, euh, dans la mouvance de ce que Alain Borère avait euh, publié en 91, donc pour le centenaire de la mort de Rimbaud, l'œuvre vie. Hein, cette œuvre vie où finalement la vie aventureuse de Rimbaud est la suite de son aventure poétique. Il n'y a pas de différence chez Rimbaud dans la curiosité pour la poésie, il n'y a pas de différence avec la curiosité du départ, du voyage, et donc des climats. Ce que je montre simplement, c'est que le climat est là à la fois au moment de l'écriture de l'aventure poétique et au moment de l'aventure, je vais dire, terrestre, de l'aventure voyageuse. Et donc, pour montrer que ce climat est là depuis le début, avec le premier vers latin que je citais tout à l'heure, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où sa sœur même explique que la gangrène est due au climat compliqué, aride, dur qu'il a enduré là-bas, suite aux marches, etc. Donc, cet aspect météorologique traverse toute la vie et l'œuvre de Rimbaud. Ça, c'est une chose que je voulais montrer et donc, finalement, participe de toutes les tensions, à la fois dans l'écriture, mais à la fois aussi dans le commerce. Euh, Rimbaud n'est jamais sage, n'est jamais serein dans la poésie, évidemment, et dans le commerce de café, etc., en Afrique, jamais serein. Et donc, j'essaye de montrer qu'effectivement, cet aspect météorologique participe de cette tension jusqu'au à l'amputation, d'une certaine façon. On peut dire que les tourments météorologiques qu'il traverse, que ce soit la pluie, que ce soit à Londres, il y a des citations extraordinaires que l'on retrouve de Rimbaud, mais que tu rementionnes sur le brouillard, qui finalement est comme un miroir de ce qu'il vit à ce moment-là avec Verlaine, qui est une forme de tragédie intime, d'un échec supplémentaire dans cette atmosphère de brouillard. On se rend compte aussi que Rimbaud a une manière qui n'appartient qu'à lui de faire sentir le climat dans lequel il se trouve. Oui, c'est ça. Hein. Donc, il le perçoit. Et ce que je voulais peut-être mentionner, c'est que quand je disais qu'on a peu parlé de cet aspect-là dans la critique rimbaldienne, dans l'exégèse rimbaldienne, c'est euh, un peu faux. En fait, si, c'est juste dans le sens où les rimbaldiens de stricte observance n'en ont pas beaucoup parlé. Par contre, les poètes Mhm. qui ont abordé Rimbaud l'ont beaucoup soulevé, même de manière, même en filigrane. Et euh, je relisais pour l'instant, alors il y a deux textes, selon moi, de poètes qui abordent cet aspect-là. C'est le texte de Xavier Graal, un poète breton, dans La Marche au Soleil, un essai sur Rimbaud, un essai poétique, une déambulation poétique sur l'œuvre de Rimbaud, La Marche au Soleil, Arthur Rimbaud. Alors, un poète breton, évidemment, il s'y connaît en vent et en pluie, mais donc il soulève cet aspect-là. Et puis, un autre poète que je relis depuis peu et en prévision d'une rencontre, c'est Guy Goffet, alors qui dans son Verlaine a bien sûr parlé de Verlaine, mais je voulais juste citer euh, ici un, juste Qui une mentionne aussi phrase.
l'ardoise et la pluie, d'ardoise et de Bien pluie. sûr, mais évidemment, voilà. On Et retrouve donc, l'élément, oui. ce sont les poètes qui se sont attachés à soulever finalement ces références à la météo. Et Goffet, parlant dans le livre sur Verlaine d'ardoise et de pluie, il dit Rimbaud a craché comme un noyau sa ville grise, commercé du sable et récolté le vent du désert. Ouais. Voilà. Donc, ceux qui parlent le mieux de la météorologie rimbaldienne, ce sont les poètes eux-mêmes, et j'en découvre tous les jours. Mm. Et parmi les poètes, on pourrait aussi citer Rosny de Mazenère, puisque cet article est un article qui n'aurait pas pu être écrit simplement par un essayiste, c'est ce que j'essayais de Oui, formuler dans c'est ça, oui, oui, voilà, oui, oui. il faut une approche qui soit une approche et de poète, et alors avec une caractéristique dans celui-ci qui est le nouvelliste qui apparaît, puisque l'essai de 5000 mots est encadré par une nouvelle et par un personnage qui l'ouvre. Je ne dirai pas la chute de la nouvelle parce qu'elle est trop belle pour la dévoiler ainsi, il faut la lire. Alors comment est venue cette idée de raconter une histoire de celui qui va écrire un essai sur Rimbaud à travers la pluie, le vent, le soleil. Oui, mais donc, l'histoire donc, effectivement, il y a une sorte. Je voulais que ça soit, que le petit essai buissonnier soit comme mis entre parenthèses. Donc, il y ait effectivement une mise en scène, mais qui est complètement vraie, puisque tous les matins, je prends le bus pour me rendre à la bibliothèque où je travaille. Et pendant pratiquement 2 ans, euh, à l'arrêt du bus qui se trouve près du parc Josaphat à Bruxelles, en contrebas, je voyais un monsieur d'un certain âge, par tous les temps, c'est vrai, s'entraîner et jouer à la pétanque. Attention de ne pas dire la chute, hein. Ah, non, 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 non. Attention. Mais voilà, tout démarre de Oui, là. oui. Et je voulais, et finalement, un jour, je le regarde, je pense à la pétanque, je pense à Marseille et je pense à la météo. Je dis, ce monsieur est la réincarnation d'Arthur Rimbaud en joueur de pétanque par tous les temps. Oui, oui. Non, 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 c'est Et donc voilà, je voulais introduire ce personnage comme étant peut-être celui qui révèle à un moment le voyant. l'aspect météorologique de Rimbaud. Absolument. Alors, il y a une autre parenthèse, et on va devoir terminer sur ça parce que sinon on va être coupé par l'instrument Zoom. Il y a une autre parenthèse qui est outre le petit exercice de météorologie rimbaldienne que tu as évoqué, qui est une bibliographie extrêmement complète malgré sa densité, centrée sur cette approche-là, mais aussi au fil de la lecture de l'article, toute une série de références littéraires ou non, je dirais même littéraires ou poétiques, qui sont un enchantement pour le lecteur parce que c'est un livre, on l'ouvre et puis on va chercher d'autres livres en le lisant. Alors je pense par exemple à cette très belle euh, description des différences qui existent entre l'échelle de Beaufort, qui mesure le Mhm. vent, et l'échelle de Richter, qui énonce les tremblements de terre. Alors il y a là une poésie dans le choix de ces deux-là. J'aimerais que tu nous dises comment est venue cette idée de faire allusion aux deux échelles. Alors ça vient de... Donc, toutes les lectures, évidemment, s'entrelacent constamment. Et c'est une idée qui m'est venue d'un texte de Werner Lambercy, qui évoquait cette échelle de Beaufort. Et justement, alors pour rebondir sur les tensions, il me semblait qu'il y avait justement là quelque chose de très poétique, à la fois dans la description des différents stades que l'on peut retrouver sur les différentes échelles, Richter ou Beaufort, surtout chez Beaufort, Oui. L'amiral. et l'amiral, évidemment. Et donc, ça me permettait justement de nouveau de montrer cette tension qui est constante. Et donc là, c'était l'exemple
le plus beau entre cette échelle de Richter qui est peut-être plus martiale, plus dure, plus âpre que l'échelle de Beaufort, même si quand on arrive au 12 sur Oui. l'échelle de Beaufort, on n'est pas très bien quand même, mais il y a dans la description des premiers friselis de l'eau chez Beaufort quelque chose de poétique et donc qui me permettait justement encore une fois de, euh, de faire remarquer cette tension constante dans l'approche météorologique rimbaldienne. Il y a une autre citation inattendue, outre bien sûr d'évoquer le roman Anicet de Aragon, qui est le roman rimbaldien Bien d'Aragon. sûr, Il y a aussi cette citation de Dominique Ricard, qui en 1796, dans un poème scientifique qui s'appelle La Sphère, évoque ce que sont les latitudes, longitudes. On avait une manière d'écrire quand on était scientifique à l'époque, sous forme poétique, des observations scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas là une définition de la poésie qui conviendrait en l'inversant à Rimbaud? bien sûr, parce que en plus Rimbaud euh, utilise beaucoup de vocabulaire issu de la technologie. Hein, il parle. Pour ça, il y a le plus beau texte, à mon sens, pour ressentir à la fois la trajectoire rimbaldienne euh, chronologique et météorologique, c'est le poème Mouvement, hein, qui se trouve dans les Illuminations à la fin. Donc, c'est un des poèmes de la fin où on retrouve vraiment toutes les particularités de Rimbaud, à la fois cet aspect euh, euh, très scientifique de la poésie, mais avec toute l'ironie aussi qui l'accompagne, où il parle d'accidents atmosphériques, dans lequel il parle, j'avais repris ici, de trombes chimiques, de nouveautés chimiques. Donc effectivement, à mon sens, Rimbaud fait sienne toutes ces pratiques de poésie scientifique du Mhm. 18e, par Mhm. exemple. Mais il ironise. Il y a de l'humour chez Rimbaud. Ce qui est aussi intéressant à voir, et c'est une observation que tu fais, qui est de relever les livres scientifiques qui sont parmi les commandes que Rimbaud passe à Bien sa famille, sûr. avec notamment un livre, mais je m'aperçois que je n'ai pas noté ces références, mais qui est aussi un livre scientifique demandé à sa famille par Rimbaud sur la météorologie, ou je ne sais plus si c'est Oui, un c'est un traité de météorologie. Bon, il demande beaucoup de choses, des traités de topographie, etc. Mais il demande des baromètres, il demande aussi des outils, hein, des sextants, enfin bon, voilà. Mais effectivement, j'avais retrouvé ce livre, hein, donc de Hippolyte Marié-Davy, qui s'intitule Les mouvements de l'atmosphère et des mers considérés au point de vue de la prévision du temps. Voilà, voilà. C'est étonnant que Rimbaud pense dans son désert de Harare en train de trafiquer, de souffrir le martyr parce qu'il est déjà malade, de prévoir à constituer sa bibliothèque scientifique de cette Tout manière-là. à fait. Et ce qui est, alors, non seulement d'y penser, mais surtout d'envoyer par lettre les descriptions bibliographiques correctes de ces livres. Tu n'as aucun moyen d'avoir. Ce sont des souvenirs, et c'est une liste d'une trentaine, quarantaine de livres dont il se souvient également de l'éditeur, etc. Donc ça, c'est des souvenirs qu'il a sans doute de ses pérégrinations à travers les librairies à Paris, et dont il se souvient avec précision. Mm. C'est assez fou. Très Mais bien. bravo, Ronnie de Mazener, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Elle est merci trop à vous. brève, mais elle dépasse les 5 000 mots, qui sont la contrainte à laquelle vous vous êtes astreint pour l'article. Alors, en écrivant cet article, non seulement vous faites la démonstration que la contrainte est une stimulation extraordinaire pour l'écriture, parce que c'est un texte magnifiquement écrit, composé, construit, et qui en même temps résonne de façon rimbaldienne, mais c'est aussi une stimulation exceptionnelle pour le lecteur
au moment où on lit ce livre, on a envie et de relire Rimbaud et de relire aussi tout ce qui tourne autour de Rimbaud, dont une bibliographie que vous publiez, dans laquelle se trouvent notamment les livres de Borrer que vous avez cités, le dictionnaire évidemment paru chez Bouquin, qui avait été dirigé par Rognan, auquel vous avez participé. Alors pour tout cela, merci, merci infiniment. Et je terminerai en mentionnant que la préface de l'article était signée de Maxime Lamirois, des préfaces toujours éminemment courtes, qui sont des éditoriaux en fait, et qui sont D'accord. toujours imprégnés de l'intelligence de Maxime Lamirois, qui nous a quittés très jeunes et qui a créé cette collection. Merci Ronnie de Mazener et à bientôt pour un article sur Georges Lebouc, dont je me réjouis Merci. déjà de parler avec vous. À très bientôt. Merci à vous. Merci. À Merci. bientôt.